Alors, je pense qu'il y a deux niveaux d'approche de cette question qu'il faut distinguer. Il y en a un qui est assez simple. C'est celui dont on a hérité de l'ergonomie. Bon, il ne s'agit pas, comme tu viens de le dire, de sacraliser le travail réel. Ce qui est décisif dans l'héritage de l'ergonomie, c'est la façon dont elle a mis l'accent sur l'activité des salariés. Activité, ça veut dire, c'est très important, ça veut dire que les salariés ne sont pas passifs. Pas passifs d'ailleurs par rapport en face des scripts. Ça a été un point extrêmement important et on peut noter qu'il y a eu une progression assez considérable dans les dernières années dans les nombre d'organisations syndicales sur cette compréhension du fait que les salariés ne subissent pas passivement les contraintes qui leur sont imposées. C'est quelque chose qui est maintenant bien compris. On peut styliser, si vous voulez. Le salarié, une fois passé la prise en main de son travail, s'aperçoit assez rapidement que sa façon de travailler a des répercussions sur tout un tas de choses, sur la qualité de la production, sur les relations avec les clients, sur la relation avec les collègues, avec la maintenance, sur l'état des installations, sur l'environnement. Tout un tas de répercussions vis-à-vis desquelles sa hiérarchie ne manifeste pas d'attente particulière, ou même dont elle ne veut pas entendre parler, mais qui constituent pour lui autant d'appels à sa sensibilité, à ses valeurs, à son expérience, autant d'appels qui mobilisent les dispositions à y répondre qu'il a acquis au cours de son parcours de vie. C'est ça, tout ce que les gens vont faire, qui ne leur est pas demandé, mais ce qu'évoquait excusez-moi, je suis un peu malade, Thomas. Vous voyez, tout ce travail d'humanisation, finalement, en fait, donner forme humaine, finalement, à leur travail. Donc, quand on pointe cette histoire de travail réel, différence entre travail réel et travail prescrit, il y a ce qu'en retiennent les ergonomes, c'est-à-dire cette distance est une source inépuisable de transformation de l'organisation et des conditions de travail. Et puis, pour les syndicalistes, ça signifie une chose, c'est que les salariés résistent aux pressions de la hiérarchie, s'opposent dans l'intimité de leur activité, opposent dans l'intimité de leur activité leur propre logique à celle qui est véhiculée par les indicateurs de gestion. Et ça ouvre la question de la construction des liens entre cette résistance moléculaire des salariés dans l'intimité de leur activité et la résistance institutionnelle à forte visibilité des organisations syndicales. Ça, c'est assez simple. Et puis, il y a un deuxième aspect, alors qui est beaucoup plus dramatique si on le prend du côté des salariés. Pour les salariés, cet écart-là, la façon dont ils investissent, c'est un enjeu vital, mais ce qui vient sérieusement compliquer l'affaire, c'est le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que ces enjeux, ils sont en grande partie obscurs à leurs propres yeux. Je me réfère là à tout un tas on pourrait illustrer ça de 36 façons. Je vais me référer simplement à mon expérience de médecin et au travail approfondi que j'ai pu mener avec des centaines et des centaines de salariés en difficulté à partir de ma consultation hospitalière, consultation sur France au Travail. En quelques mots, ce qui ressort systématiquement de cette expérience, c'est que la mobilisation des salariés, cette mobilisation en vue d'un travail qui garde forme humaine et dans lequel il soit possible de se reconnaître, cette mobilisation, elle se déploie sur un mode extrêmement individualisé, pour tout un tas de raisons, à cause de transformations dans l'organisation du travail, ce qu'on appelle servicialisation, du fait de la pression de l'urgence, du fait de l'individualisation des horaires, de la multiplication des statuts, de la disparition des équipes, etc., qui font que les salariés ont de moins en moins la possibilité de se confronter à la façon dont les collègues arbitrent les questions auxquelles eux-mêmes sont confrontés dans l'intimité de leur activité. La règle assez générale aujourd'hui dans le monde du travail, tu l'évoquais avec ton centre d'appel là, en Ardèche, mais la règle c'est que le salarié ne sait pas comment travaillent ses collègues. Voilà. C'est valable aussi pour les chercheurs, etc. Et ça, c'est très important parce que ça diminue considérablement la capacité de ce salarié à prendre
conscience des particularités positives, affirmatives de sa propre activité. Finalement, le regard qu'on peut porter sur soi, enfin, qui soit un regard productif, il passe par le contact avec autrui. Dans cette situation d'individualisation, elle est très fragilisante dès lors qu'il s'agit pour le salarié, dans le rapport à sa hiérarchie, de défendre ses propres normes de travail face aux normes de la gestion, face à la pression des normes de la gestion. De fait, lorsqu'il est pris à partie par le chef, il n'est pas en mesure de tenir le débat, et ce qui est en réalité un conflit de normes qui n'est pas pensé, prend la forme d'un affrontement interindividuel qui ne conduira nulle part, enfin qui conduira à des catastrophes, parce que posée comme ça, la question est sans issue. Et en gros, on est confronté à une multiplicité de conflits internationaux qui renvoient à des conflits de normes non élaborés. C'est ce qui conduit la majorité des salariés en difficulté dans nos consultations hospitalières. Et c'est aussi pourquoi les salariés sont extrêmement intéressés par la reprise de discussion sur le travail. Et donc, en pareil cas, dans cet état de désorientation, tout le travail consiste à les aider à penser comme un problème d'organisation du travail relevant du débat social, des questions qu'ils portent comme s'il s'agissait de questions personnelles. Et les aider à le penser, non pas en leur proposant des interprétations, mais en les questionnant au plus près de leur activité, sur ce qui les amène, les questionnant au plus près de leur activité, ce qui les amène à envisager, à nommer, à penser des activités de leur activité sur lesquelles ils ne s'étaient pas penchés antérieurement, et ce qui leur permet de reprendre la vie. C'est là que se manifeste l'aspect le plus décoiffant de cette histoire de travail réel. On peut dire, je vais caricaturer, mais on peut dire, bon, ce que nous dit l'ergonomie, c'est le premier niveau, c'est les travailleurs font jamais ce qu'on leur dit de faire, c'est pour ça que ça marche. Mais le deuxième aspect qui est sous-jacent, c'est que les travailleurs ne font pas ce qu'ils disent et ne disent pas ce qu'ils font. Une grande partie de leur activité se déploie sur le mode de l'évidence, sur la base d'une expérience acquise, sans faire appel à l'expérience consciente. C'est une affaire bien connue, vous pourrez retourner à Spinoza, les humains sont conscients du but de l'action en cours, en revanche, très peu du comment et du pourquoi ils agissent. Et tout cela est pris dans un flux de conscience ininterrompu où une perception chasse l'autre. De ce fait, lorsqu'on interroge les salariés, de toute façon c'est une expérience absolument courante, leur discours spontané sur leur travail est finalement assez proche de la description qu'en donnerait le chef quand il doit décrire leur tâche. Il faut une interrogation beaucoup plus serrée au plus près des questions du travail, dans leur matérialité, pour les aider à mettre des mots sur les enjeux de leur activité et sur les ressources qu'ils déploient pour y faire face. Cette prise de conscience, c'est un enjeu crucial en termes de développement de la capacité à penser, débattre et agir. À la lumière de tout ça, l'exigence, c'est donc d'élaborer des pratiques syndicales qui prennent au sérieux ces questions et qui permettent d'avancer sans pour autant, c'est là qu'il y a la difficulté, sans pour autant que les représentants du personnel aient à se transformer en ergonomes, en psychologues, en médecins, en assistantes sociales ou en psychanalystes. Avec une difficulté, vous l'aurez compris, pour construire les liens entre la résistance moléculaire déployée par les salariés et la résistance institutionnelle des syndicalistes, il ne suffit pas de consulter les salariés et de recueillir leur point de vue. Il faut développer des formes d'enquête qui soutiennent la prise de conscience par ceux-ci des enjeux de leur activité, ce qui est tout à fait autre chose que d'aller les interviewer. Alors évidemment, tous ces éléments nous amènent à reconsidérer ensemble un certain nombre de pratiques qui ont cours dans l'entreprise. Au premier rang de celle-ci, il y a la pratique de la tournée syndicale, qui se contente de recueillir un certain nombre de problèmes qui seront ensuite discuter avec la hiérarchie. C'est une perspective très proche de celle que mettent en œuvre les professionnels de santé. Dans ce cas, le problème est traité en termes de dysfonctionnement, chaque dysfonctionnement appelant une solution technique que l'on obtiendra ou que l'on n'obtiendra pas de la direction, mais qui, au bout du compte, ne change rien au fond et qui laisse totalement la main à cette direction. C'est le modèle de l'approche du travail, au final, mise en œuvre dans le Lean, dont plusieurs revues de questions dans la littérature internationale surgissent qu'il s'agit en fait d'un processus de rationalisation de l'organisation du travail, processus de rationalisation dont les effets sont en général une intensification du travail et une augmentation des atteintes à la santé.
Ça, c'est un point sur lequel nous avons quelques désaccords avec Yves Clos et Jean-Yves Bonnefond, sans que pour l'instant j'ai pu comprendre, compte tenu de l'importance des proximités entre nous à plusieurs niveaux, s'il s'agit de malentendus, d'effets de contexte ou de réelles divergences de fond. Donc il y a des questions ouvertes du côté des chercheurs dont on retrouverait les échos entre syndicalistes. Alors pour notre part, dans le travail que nous faisons, c'est une impasse que nous évitons relativement facilement dans les recherches coopératives avec les syndicalistes. Une fois le problème repéré, le principe pour le syndicaliste consiste à se tourner non pas vers la direction, mais vers les salariés eux-mêmes et à le mettre en discussion. Et l'expérience montre que l'analyse collective du problème et des actions envisagées est un facteur majeur d'efficacité et d'enracinement du syndicat. Mais vous avez compris, l'objectif est plus ambitieux. Il s'agit non seulement de recueillir les problèmes, d'agir ensemble et d'agir ensemble pour les régler, mais il s'agit de dépasser le simple niveau de la prise en charge de problèmes ponctuels pour développer la réflexion collective sur les enjeux éthiques et politiques qui sont au cœur de l'activité de chacun. Il s'agit de rompre alors avec les approches victimologiques, et c'est quand même d'abord comme ça que les questions surviennent dans le contact avec les salariés, et de porter l'élaboration sur les dimensions positives, affirmatives de l'activité des salariés. Échanger, en somme, sur ce que chacun, de son côté, s'efforce de préserver ou de promouvoir, et partager les savoir-faire correspondants. Il ne faut pas se cacher que c'est une orientation qui comporte de très nombreuses difficultés. Ces difficultés sont pointées par Bourdieu, lorsqu'il soulignait la distance entre, d'un côté, l'intelligence pratique du salarié ancrée dans le corps. La connaissance par corps, disait Bourdieu, est essentiellement référée à la singularité des situations, et puis de l'autre côté, ou en face, l'intelligence politique, avec ses exigences conceptuelles et ses visées générales. Alors on a un point de vue encore plus pessimiste du côté de Dejour. Bon, depuis plusieurs décennies, met l'accent surtout sur les dimensions d'aliénation du travail, et ça le conduit à affirmer que les salariés, englués qu'ils sont dans la quête de reconnaissance, ne peuvent avoir accès aux enjeux moraux et politiques de leur activité. Et ce point de vue pessimiste le conduit à placer ses espoirs du côté de l'autorité éclairée par la culture plutôt que du côté de la démocratie. Donc une position de style platonicien qui converge assez bien avec les critiques que nous font les tenants syndicaux de l'avant-garde éclairée. Pour notre part, c'est bien la question de l'approfondissement de la démocratie que nous poursuivons. Nous efforçons de développer en milieu syndical des capacités d'animation qui permettraient de soutenir l'élaboration collective sur les enjeux de l'activité et sur la nature des logiques dans lesquelles ils sont pris, et cela sans perdre le lien avec les conditions concrètes dans lesquelles les questions se posent aux salariés, et en s'appuyant sur les éléments de réponse qu'ils ont pu inventer et qu'ils sont capables de développer dans la discussion collective, et surtout à distance des discours généraux platés. Évidemment, quand même, comme le prévoit chacun à sa façon, Bourdieu et Dejour, nous nous heurtons à des difficultés que je ne peux pas développer maintenant. Je dirais que dans l'état actuel, le fait d'avoir comme référence le travail réel tel que j'ai essayé de dessiner, fait que ces difficultés paraissent moins être des difficultés de principe que des difficultés de méthode vis-à-vis desquelles le travail accompli jusqu'à maintenant avec les syndicalistes ne nous laisse pas désarmés.